Merci. Bonjour. C'est d'abord toujours un plaisir de venir parler de la chirurgie endocrinienne lyonnaise ici à l'Académie. Alors, on va parler d'une nouvelle technique d'imagerie, enfin pas une nouvelle technique d'imagerie, une utilisation nouvelle d'une ancienne technique d'imagerie, puisque ce PET à 18 fluorocholine était utilisé en cancer de prostate dans le bilan des métastases. Alors finalement, il ne faut pas oublier le principal. Le principal, c'est qu'on doit opérer avant tout des gens malades. Et donc des gens atteints d'hyperparathyroïdie primaire. Et avant qu'il y ait un bilan d'imagerie, il faut avoir une indication chirurgicale. Et l'hyperparathyroïdie primaire, c'est un taux de PTH inadapté à la calcémie, dû à une hypersécrétion de parathormones, soit par un adénome, soit par une hyperplasie des parathyroïdes, et que ça peut être symptomatique ou non. Le deuxième prérequis, c'est qu'il doit y avoir une indication opératoire. On peut avoir une hyperparathyroïdie primaire et pas forcément avoir une indication à être opérée. Donc on va opérer encore une fois des gens malades. Il y a des gens qui sont soit symptomatiques, qui faisaient des coliques néphrétiques, des maladies psychiatriques, une asthénie, soit des gens qui ont une calcémie haute, et je rappelle que le consensus, c'est la normale supérieure du laboratoire plus 0,25 mmol par litre, une ostéoporose et une hypercalciurie pour nous qui reste une indication, même si dans les dernières recommandations, ça reste tout de même très discuté. Alors finalement, c'est quoi, une fois qu'on a fait le diagnostic hyperparathyroïdie primaire, le diagnostic d'indication opératoire, pourquoi a-t-on besoin d'une imagerie très importante? Pourquoi? Alors que finalement, il y a quelques années, on nous disait ce qu'il faut rechercher quand on a une hyperparathyroïdie primaire, c'est un bon chirurgien. Alors, c'est très simple, il peut y avoir le meilleur chirurgien du monde, tous les coups ne sont pas faciles, toutes les parathyroïdes ne sont pas faciles à trouver, et que même le meilleur chirurgien, avec une bonne imagerie, va être plus performant que sans bonne imagerie. Alors est apparu le concept de chirurgie mini-invasive, qui, je rappelle, n'a aucun rapport avec la taille de la cicatrice, mais plutôt en rapport avec le fait qu'on va aller sur une seule localisation de parathyroïde et pas faire une cervicotomie exploratrice systématique. Alors les contre-indications à cette chirurgie mini-invasive, c'est finalement les localisations multiples trouvées avant l'opération, les goitres importants et un bilan préopératoire discordant, des ectopies importantes, des lésions multiples de petite taille et des antécédents de chirurgie cervicale, même si ça peut encore être discuté. Alors, là, les recommandations étaient de faire deux examens, qui sont l'échographie cervicale, et là j'insiste pour dire que l'échographie cervicale doit être faite par quelqu'un d'entraîné. Enfin, qui se réfère à l'échographie cervicale ou une chirurgie par quelqu'un non entraîné, et une scintigraphie MIBI, qu'elle soit en soustraction ou en double phase. Le mieux, c'est quand même associé à un scanner pour avoir à la fois une image morphologique et une image fonctionnelle. Alors, pourquoi ces deux examens peuvent ne pas nous suffire? Parce que c'est discordant dans 30% de cas, et qu'on sait que quand l'échographie et la scintigraphie sont discordantes, c'est un facteur prédictif soit de lésions multiples, soit d'ectopie. Ce qui veut dire qu'on a des chances également de ne pas soigner le patient en l'opérant. Alors, il y a eu la technique qui a aidé la chirurgie mini-invasive, qui était le dosage opératoire de parathormones, qui est remise en question par certains. Et puis, est-ce qu'une nouvelle imagerie peut apporter de l'aide, finalement, à localiser au mieux la parathyroïde en question? Et puis, finalement, depuis quelques années, je crois que ça fait 3 ans, il a été découvert de manière complètement fortuite, à l'occasion de PET scan à la F-choline fait pour un cancer de la prostate, des adénomes parathyroïdiens, et donc est sortie l'idée que le PET scan à la F-choline pourrait être utile pour localiser les adénomes parathyroïdiens dans l'hyperparathyroïdie primaire. Alors, nous avons décidé de conduire une étude prospective, monocentrique, pour des patients qui étaient en hyperparathyroïdie primaire, initiale ou en récidive, et pour lesquels l'échographie et la scintigraphie MIBI étaient négatives, discordantes ou douteuses. C'est-à-dire que le but de notre étude n'était pas d'étudier cet examen en première ligne, mais en seconde ligne dans des indications bien précisées. Alors, la scintigraphie des parathyroïdes était faite en double phase,
avec systématiquement un scanner associé pour avoir à la fois l'imagerie fonctionnelle et l'imagerie morphologique. L'échographie cervicale était réalisée toutes par les 2 échographistes de l'hôpital Lyon-Sud qui ont une grande expérience dans cette pathologie. Le PET scan à la F-choline a été dans la majorité des cas, pas tous les cas, réalisé à Lyon-Sud. On va dire que je pense qu'il y a 90% des cas où c'était fait sur Lyon-Sud avec une technique qui était identique pour tous les patients. Il y a eu une double lecture et pour tous les patients, il y a eu une cervicotomie exploratrice, sauf pour ceux qui avaient une ectopie médiastinale. Alors, entre février 2015 et mars 2017, nous avons inclus donc des patients qui avaient une imagerie discordante ou en récidive. Ça correspondait à 47 patients. Un âge moyen de 61 ans, un antécédent de chirurgie cervicale dans 11 cas, de chirurgie parathyroïdienne dans 8 cas, et avec une PTH préopératoire à 121. Et donc, sur ces 47 patients opérés, il y a eu 48 adénomes retirés, plus 5 hyperplasies. Dans 6 cas, il y a eu une double localisation, 3 doubles adénomes, 2 cas d'adénomes plus une hyperplasie, et un cas de double hyperplasie. Il y a eu 5 ectopies majeures, 2 dans la gaine jugulo-carotidienne, dont 1 dans le nerf vague, 2 dans le nerf vague, 2 médiastinales, et pour un patient, l'adénome parathyroïdien était intrathyroïdien. Et il y a eu 16 ectopies mineures, c'est des ectopies qui étaient autour de la thyroïde, en particulier des ectopies parathyroïdiennes supérieures. Alors nos résultats, la performance du PET à la F-choline, une sensibilité de 96%, une spécificité de 95,6%, une valeur prédictive positive de 89% et une valeur prédictive négative de 98%. Donc, une performance qui est supérieure à celle de l'échographie et de la scintigraphie, échographie qui tourne autour de 85% de sensibilité, 70% pour la scintigraphie MIPI. Qu'est-ce qui était finalement prédictif d'une réponse ou d'une image à corréler en tout cas à une image sur le PET scan à la F-choline? Ce n'était pas le taux de calcium, ce n'était pas le taux de PTH, mais la taille et le poids de l'adénome. Plus l'adénome est très gros, plus on avait de la chance d'avoir une image sur le PET scan à la F-choline. Alors quelques cas pour montrer finalement l'efficacité de cet examen. Premier cas, donc la parathormone, le calcium est à 2,79, la parathormone est à 160. Il y a une suspicion d'adénome parathyroïdien à l'échographie au contact de la pointe inférieure du lobe thyroïdien gauche. La scintigraphie MIPI est négative. On demande un PET à la F-choline. Vous voyez sur le PET à la F-choline, on a une image qui est haut située, qui semble dans la gaine jugulo-carotidienne. Alors, j'ai opéré cette patiente. En faisant une cervicotomie exploratrice, il me manquait une parathyroïde inférieure. Je suis allé dans la gaine jugulo-carotidienne en remontant très haut, et je n'ai trouvé que des ganglions qui paraissaient inflammatoires, avec une extemporanée pendant l'opération. Étant remonté extrêmement haut, je me suis dit, bon bah, je me suis trompé, ce n'est pas un adénome parathyroïdien, j'ai donc arrêté. Et je lui ai refait faire une deuxième PET à la F-choline, qui montre exactement la même chose, ici. Avec finalement une voie, une lésion qui était vraiment sous-mandibulaire. Donc je l'ai repris, j'ai repris la patiente, j'ai refait une voie sous-mandibulaire, et puis j'ai cherché, j'ai retrouvé des ganglions inflammatoires. Et en cherchant, à un moment, l'interne me dit, regardez très haut, là on dirait quelque chose qui pointe. Et alors très haut je dissèque, et là j'étais vraiment entre la jugulaire et la carotide, sur le nerf vague, et en effet, il y avait un magnifique adénome du nerf vague, qu'on pouvait enlever sans réséquer le nerf vague. J'ai réséqué le nerf vague, c'était bien l'adénome parathyroïdien, et la patiente a été guérie à la suite de cette opération. Deuxième cas, donc une patiente qui a une calcémie à 2,7, symptomatique, une PTH à 101,8, et on voit que sur la scintigraphie MIPI, il y a tout le lobe thyroïdien qui s'allume, c'est-à-dire qui fixe le MIPI. Et lorsqu'on fait un PET scan à la F-choline, on voit que les choses sont beaucoup plus localisées,
et on voit qu'il n'y a probablement qu'une petite lésion au contact du lobe thyroïdien. Et en fait, c'est un adénome intrathyroïdien de 5 mm. Nous avons réalisé une lobectomie droite et la patiente a été guérie après ce geste. Autre cas, donc ce patient qui avait une calcémie à 3,39 mmol par litre. Une parathormone à 284 avec une échographie cervicale négative. Alors, il fait une scintigraphie NIBI qui retrouve ici donc un adénome médiastinal, alors, qui a été décrit comme une fenêtre aortopulmonaire, ce n'est pas une vraie fenêtre aortopulmonaire. Il était postérieur par rapport à l'aorte au contact de la carène. Et donc sur la scintigraphie NIBI fixe, comme nous avions une discordance entre l'échographie et la scintigraphie, évidemment parce qu'il n'y avait pas de glande dans le cou, on lui a quand même demandé un PET à la F-choline. Et là, le PET à la F-choline retrouve l'adénome parathyroïdien, mais retrouve également une petite image, ici, qui en fait est un ganglion anthracosique. Ce qui va montrer peut-être le manque de spécificité de l'examen. Alors nous l'avons opéré, je l'ai opéré, et l'abord a été assez difficile, et finalement on a réussi à trouver vraiment au contact de la carène l'adénome parathyroïdien qui a pu être enlevé, le patient a été guéri en post-opératoire. Donc en conclusion, c'est un très bon examen, et comme je dis, de deuxième ligne, ce n'est pas un examen de première ligne. En cas de bilan initial non contributif, il est sensible, il permet une bonne résolution spatiale, et vous l'avez vu, il permet de différencier finalement le lobe thyroïdien qui fixe complètement d'un petit adénome intra-thyroïdien. Il a moins de variabilité interopérateur, il permet de diagnostiquer les ectopies majeures, il a une bonne performance pour les récidives et les antécédents de chirurgie cervicale. Son inconvénient, c'est le prix, c'est 1 000 €. Alors qu'une scintigraphie, c'est 230 € et une échographie, c'est 35 €. La disponibilité et sa spécificité, parce qu'il va fixer à la fois les adénomes parathyroïdiens de manière finalement très fiable, mais aussi des ganglions inflammatoires. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc on va commencer la discussion avec le commentaire d'Éric Mirallier, qui va donc nous parler de cette communication. Bon, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à l'Académie de me donner l'opportunité de commenter ce travail. Donc, tu as bien expliqué qu'il fallait des examens d'imagerie, que ces examens d'imagerie sont systématiques et peuvent être négatifs ou non concordants. Et à mon sens, les grands progrès attendus d'une imagerie parathyroïdienne, c'est à la fois de voir la glande qui n'est pas vue par les examens actuels et surtout de prévoir pour moi l'atteinte multiglandulaire. Donc je pense qu'il faudrait qu'on regarde deux types de résultats dans les études qui évaluent la TEP à la colline. C'est chez les patients à imagerie négative, chez combien de patients on arrive à trouver l'adénome en comparant, mais ça vous l'avez fait parce que tu l'as précisé, avec des scintigraphies et des échographies faites par des gens entraînés, parce que la scintigraphie avec l'injection du tiers du produit pour faire des économies ou 100 ans tardif ou très précoce, finalement, on ne peut pas comparer quand on les refait en CHU, très souvent elles sont positives. Donc il faut comparer avec des scintigraphies bien faites. Et puis la deuxième chose à regarder, c'est chez des patients suspects d'avoir une atteinte multiglandulaire, combien d'atteintes multiglandulaires tu vas diagnostiquer grâce à ces examens d'imagerie. Et je pense que pour ça, il faut regarder sur les patients qu'on imagerie négative, sur les patients qu'on imagerie discordante, mais aussi sur les hypercalcémies modérées, parce qu'on sait que dans l'hyperparathyroïdie primaire modérée, on a plus souvent des atteintes multiglandulaires. Je pense que c'est ça qu'il faudrait regarder. Mais c'est avec des travaux comme le vôtre qu'on va pouvoir commencer à répondre à ces questions. Je te félicite. Vraiment sincèrement, de montrer la belle expérience lyonnaise. En plus, il y a des questions dans la salle. Merci, c'est très intéressant. Alors, d'abord, quel est le pourcentage de patients chez qui on fait cet examen en général maintenant? Nous, là, c'est sur 2 ans. Oui. Vous voyez, sur 2 ans, nous, on est 470 parathyroïdes par an. Donc voilà, les 45, c'est environ un quart. Un quart. Il a dit que le principal inconvénient, c'était que ça coûtait 1 000 €. Mais au fond, si on remplace les deux examens par celui-là, au lieu de faire écho et puis MIBI, faire toujours un examen PET scan, qu'il y en a déjà un quart de manière qu'il aurait eu en plus que les autres, est-ce que le budget total ne va pas être équivalent? Je ne crois pas, parce qu'on est vraiment sur, dans 3 quarts des cas, sur un bilan d'imagerie avec une... Vraiment, pendant des années, nous n'avons même pas fait de scintigraphie NIBI.
C'est-à-dire qu'on a des radiologues qui sont tellement performants, mais c'est vraiment opérateur dépendant, que l'échographie nous donnait, avec des voies électriques, quand l'échographiste nous disait il y a une seule glande atteinte, elle est là, on avait 98% de succès chirurgical. Donc vraiment, on fait vraiment extrêmement confiance à nos échographistes. Pour être dans les cordes, on a fait des scintigraphies MIBI systématiquement, qui nous ont amené à un certain apport. Je crois vraiment que dans 3 quarts des cas, quand on a une échographie et une scintigraphie MIBI qui sont concordantes, on n'a pas besoin d'un examen qui coûte 1 000 € alors qu'on est sur 300 €. Voilà, je crois vraiment quand même qu'il faut discuter dans ce cas-là. L'inconvénient de la scintigraphie MIBI, c'est que c'est très long et que les patients s'en plaignent énormément. Et dans la vraie vie, quand il n'y a pas vos 2 échographistes chéris, est-ce que quand même la stratégie ne peut pas être différente? Dans la vraie vie, le problème, c'est l'échographiste. Et c'est vraiment, moi, j'aurais du mal à faire la stratégie qu'on a à l'hôpital aujourd'hui si je n'avais pas confiance en les échographistes. Pardon, je ne peux pas rester insensible après une telle communication, car, comme vous le savez, dans ces lieux mêmes, nous avions eu de sérieux débats il y a 25 ans entre les partisans de la cervicotomie sous anesthésie générale, et puis la possibilité, comme nous l'avons démontré par la suite, assez rapidement, de traiter plus de 50% des patients atteints d'hyperparathémie primaire par un abord limité, sous anesthésie locale, pratiquement chirurgie ambulatoire. Mais tout ceci n'était possible que parce que l'on disposait de moyens d'imagerie qui avaient quand même une certaine fiabilité, en particulier l'échographie, beaucoup plus que la scintigraphie bien entendu, échographie entre les mains de quelqu'un d'expérimenté, et nous avions donc eu une expérience assez importante qui allait jusqu'à près de 500 patients. Enfin, et plus après, puisque Philippe Bodichon a continué dans cette direction. Alors, moi, j'ai noté une chose dans votre intervention, c'est que vous avez levé un certain doute concernant le dosage de la PTH en péropératoire et dans les suites, dans les heures qui suivent, pour s'assurer qu'on a bien, lorsqu'on a fait d'abord une approche limitée à partir des données fondées sur l'imagerie, réaliser vraiment le traitement, c'est-à-dire l'ablation de toutes les lésions. Vous avez fait une réserve sur la PTH, si j'ai bien compris. Alors, c'était le sens de ma question. Pourquoi? Parce que pour ce qui nous concerne, grâce à la collaboration d'une très très bonne biologiste qui était Yvonne Fula à Cochin, nous pouvions disposer d'un dosage dont nous avons pu démontrer la fiabilité dans 95% des cas. Je vais vous répondre. Loin de moi l'idée de dire que les dosages de parathormones ne servent pas. Contrairement à ce qu'ont dit certaines études américaines en particulier. Simplement, nous, quand on a changé d'hôpital, je vais vous expliquer la vraie vie, hein. Je ne vais pas vous mentir, vous dire, nous, ce qu'on a voulu voir, c'est si la parathormone, faire opératoire, on pouvait s'en passer. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand on est passé d'hôpital, on a changé d'hôpital, qu'on est passé de l'hôpital de l'Anticaille à l'hôpital Lyon-Sud. À l'hôpital Lyon-Sud, pour avoir un dosage de parathormone, il nous fallait 30 minutes. À l'hôpital de l'Anticaille, il nous fallait 30 minutes. À Lyon-Sud, il nous fallait 1h30. Et il était impossible de laisser le patient en salle pendant 1h30. Alors, petit à petit, on a décidé de ne plus l'utiliser. Mais en se disant, on l'utilise. En se disant, c'est pas parce qu'on ne l'utilise pas que c'est pas utile. En se disant, on a des échographistes qui ont une énorme expérience. On a des scintigraphistes qui ont une énorme expérience. Et il y avait un chirurgien qui avait une énorme expérience. Est-ce que tout ça, une fois qu'on avait utilisé pendant plus de 10 ans la parathormone péropératoire, ça ne pouvait pas être utilisé pour remplacer cette PTH péropératoire? Et on a j'ai fait une étude qui n'a jamais pu être publiée parce que l'interne à qui je l'ai donné l'a pas publiée, mais c'est de ma faute, je vais pousser un peu plus, où on a comparé les 2 périodes, la période avec le dosage de parathormone et la période après le dosage de parathormone. Alors, les résultats entre les 2 périodes, qui sont équivalents. Il y a une seule chose qui change, c'est qu'il y a plus de cervicotomie exploratrice dans la période sans dosage de parathormone que dans la période avant. C'est-à-dire que le chirurgien, fort de son expérience, avait
sélectionner les patients différemment. Et il est sûr que le dosage de parathormone péropératoire permet d'étendre les indications de chirurgie mini-invasive. Voilà, c'est ma réponse. Écoutez, je crois qu'on va changer de sujet, même si ça s'en rapproche. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation.